pour les 60 ans de mon père, je lui ai offert un camion neuf. Son toast, à ma fille idiote qui tente d'acheter l'amour. Je suis parti sans un mot. Le lendemain, son allée était vide. Mon téléphone a explosé, 30 appels manqués. Je m'appelle Chloé Dubois, j'ai 35 ans et je suis directrice marketing à Lyon. J'ai toujours pensé que le succès finirait par me valoir l'approbation de mon père. Après 20 ans d'efforts, j'ai décidé de mettre le paquet. J'ai dépensé près de 45 000 € dans un pick-up flambant neuf pour son 60e anniversaire. Lors du dîner de célébration, entouré de la famille, papa a levé son verre pour porter un toast. Ce qu'il a dit ensuite a brisé notre relation à jamais. Ce qui a suivi fut une nuit de révélations douloureuses et un matin de conséquences que personne n'avait vu venir. J'ai grandi dans une modeste maison à 2 étages dans la banlieue de Saint-Étienne. Sur le papier, nous étions l'image parfaite de la famille de classe moyenne française. Mon père travaillait comme ingénieur mécanique dans l'une des usines automobiles, nous assurant une vie confortable. Mais sous cette apparence de normalité, notre foyer manquait de quelque chose d'essentiel, la chaleur. Papa a toujours été un homme sévère, grand, avec des sourcils perpétuellement froncés qui lui donnaient un air fâché même quand il ne l'était pas. Son visage s'adoucissait rarement d'un sourire, surtout après le décès de ma mère. J'avais 12 ans quand un cancer nous l'a enlevé, nous laissant seuls, mon père et moi, dans cette maison trop silencieuse. Maman avait été le tampon entre son perfectionnisme froid et mon besoin désespéré d'approbation. Sans elle, la température de notre relation a chuté pour atteindre le point de congélation. Papa s'est jeté à corps perdu dans le travail, rentrant souvent bien après que je sois allé me coucher. Quand il était à la maison, la conversation se limitait aux questions pratiques, les notes, les corvées, les emplois du temps. Jamais les sentiments, jamais les rêves. Je me souviens encore de mon 13e anniversaire, le premier sans maman. J'ai attendu toute la journée que papa le mentionne. Il est rentré tard, a mangé le dîner que j'avais préparé et est allé directement à son bureau. Vers 21 h ce soir-là, il en est sorti avec un paquet emballé à la hâte. Une calculatrice scientifique. Tu en auras besoin pour les maths l'année prochaine, a-t-il dit avant de retourner à ses papiers. Pas de gâteau, pas de carte, pas de joyeux anniversaire. J'ai passé cette nuit à pleurer en silence dans mon oreiller, serrant la calculatrice comme si c'était une sorte de preuve qu'il se souvenait au moins que j'existais. L'école est devenue mon refuge et mon champ de bataille. Je me suis poussé sans relâche, ramenant d'excellentes notes, rejoignant tous les clubs scolaires, remportant des concours de sciences et des tournois de débat. Chaque réussite était un cadeau que je déposais à ses pieds, espérant juste un signe d'approbation. C'est ce qu'on attend de toi, disait-il. Ou parfois juste bien. Jamais je suis fier de toi ou au bravo. Les rares fois où il assistait à mes événements, il restait assis, le visage de marbre, puis critiquait ma performance sur le chemin du retour. Quand j'avais 16 ans, j'ai gagné un concours national de dissertation. Le prix comprenait la publication dans une revue prestigieuse et une bourse de 1 000 €. J'ai placé le certificat sur le réfrigérateur, bien en évidence. Papa y a jeté un coup d'œil pendant le dîner et a dit « Ta conclusion était faible. Tu aurais pu faire mieux. » J'ai retiré le certificat ce soir-là et n'ai plus jamais affiché une autre de mes réussites dans notre maison. L'université a été mon évasion. J'ai choisi l'université de Lyon, assez proche pour des visites, mais assez loin pour respirer. Ces années à Lyon m'ont montré ce que c'était que d'être félicité, d'avoir des professeurs qui disaient l'excellent travail et des amis qui célébraient mes succès. J'appelais à la maison tous les dimanches, des conversations formelles qui duraient exactement 15 minutes avant que papa ne trouve une raison de raccrocher. Après mon diplôme, je suis resté à Lyon, décrochant un poste de débutante dans une agence de marketing. J'ai gravi les échelons rapidement, canalisant tout ce besoin d'approbation de mon enfance dans une ambition professionnelle. Chaque promotion, chaque augmentation était une réfutation silencieuse à l'indifférence de papa. Tu vois, je vaux quelque chose. Je compte. Au fil des ans, notre relation s'est installée dans un rythme distant. Des visites pour les fêtes, des appels téléphoniques occasionnels, et un fossé grandissant de mots non dits entre nous. Je sortais avec des hommes de temps en temps, mais je ne laissais jamais personne s'approcher trop près. Comment pouvais-je expliquer que je ne savais pas comment accepter l'amour parce que je n'avais jamais été sûr de le mériter? À l'approche de la trentaine, j'étais la plus jeune directrice marketing de l'histoire de mon entreprise. J'avais un appartement élégant en centre-ville avec vue sur la Fourvière, un cercle de bons amis et suffisamment de revenus pour me permettre de belles choses.
De l'extérieur, j'avais tout. À l'intérieur, j'étais toujours cette fille de 13 ans attendant désespérément que son père remarque son anniversaire. Papa ne s'est jamais remarié, n'a même jamais fréquenté quelqu'un. Pour autant que je sache, il est resté dans la même entreprise, dans la même maison, avec les mêmes routines rigides. Alors que sa retraite approchait, j'entretenais un espoir secret que peut-être, avec plus de temps libre, nous pourrions trouver un moyen de combler le fossé entre nous. Peut-être que sans les pressions du travail, il aurait enfin de la place dans sa vie pour une vraie relation avec sa fille unique. À la Toussaint dernière, lors de ma visite annuelle à la maison, j'ai remarqué quelque chose qui m'a interpellé. Papa avait toujours été méticuleux dans l'entretien de son vieux Renault, mais ce jour-là, je l'ai surpris en train de le regarder avec frustration. La voiture avait près de 15 ans et les factures de réparation s'accumulaient. Ça ne vaut plus le coup de le réparer, a-t-il marmonné, plus pour lui-même que pour moi. Plus tard dans la soirée, je l'ai entendu au téléphone avec son ami Thomas, parler du nouveau Peugeot Landtrek. Il y avait une animation inhabituelle dans sa voix, un soupçon d'excitation de gamin que je n'avais pas entendu depuis des décennies. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre d'enfant, j'ai élaboré un plan. Le 60e anniversaire de papa approchait dans 6 mois. Et si je lui achetais ce pick-up qu'il désirait clairement mais qu'il ne s'offrirait jamais? Pas n'importe quel modèle, mais exactement celui qu'il admirait. Ce serait le plus grand geste que je puisse faire. Une expression tangible de tout l'amour et du désir que je n'avais jamais pu mettre en mots. Peut-être, juste peut-être, que cela briserait enfin la glace entre nous. Alors que je m'endormais, j'ai senti une lueur d'espoir. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, il devrait voir à quel point je tenais à lui. L'idée a rapidement germé. De retour à Lyon, j'ai passé mes soirées à rechercher les modèles de Peugeot Landtrek, les options et les prix. J'ai créé des tableurs comparant les caractéristiques, lu d'innombrables critiques et même rejoint des forums de passionnés de PQPS pour apprendre le jargon. Si j'allais faire ça, j'allais le faire parfaitement. Papa avait toujours exigé la perfection, après tout. J'ai découvert que le modèle haut de gamme serait idéal, luxueux sans être ostentatoire, puissant sans être excessif, quelque chose de pratique qui resterait spécial. Le prix m'a fait grimacer, près de 45 000 € pour la configuration que je voulais. Cela viderait la plupart de mes économies et exigerait de réduire considérablement mes dépenses pour l'année à venir, mais je me suis convaincu que cela en vaudrait la peine. Pour économiser suffisamment d'argent, j'ai pris des projets supplémentaires au travail, me portant volontaire pour les campagnes que personne d'autre ne voulait. J'ai travaillé les week-ends et tard le soir, augmentant mon potentiel de bonus. J'ai réduit tout ce qui n'était pas essentiel. Fini les brunchs du week-end avec les amis, pas de nouveaux vêtements, pas de vacances. Cette année-là, chaque euro économisé allait dans ce que j'avais commencé à appeler le fonds pick-up ou dans mon application de gestion de budget. 4 mois avant l'anniversaire de papa, j'ai contacté un concessionnaire Peugeot à Saint-Étienne. Le vendeur, Rémi, a écouté patiemment pendant que j'expliquais mon plan. C'est pour les 60 ans de mon père, lui ai-je dit. Il en veut un depuis des années, mais ne se l'achèterait jamais. Quelque chose dans ma voix a dû traduire la signification plus profonde, car le comportement professionnel de Rémi s'est adouci. Nous veillerons à ce qu'il soit parfait, a-t-il promis. Quelle couleur envisagez-vous? Cela a nécessité plus de recherche. J'ai appelé le meilleur ami de papa, Thomas, sous le prétexte d'organiser une fête surprise. Quelle couleur papa remarque-t-il toujours quand il voit les nouveaux Landtrek, ai-je demandé nonchalamment. Oh, c'est facile, a répondu Thomas. Ils commandent toujours ce bleu profond qu'ils font maintenant. Un bleu marine quelque chose. C'était le bleu profond métallisé. Je l'ai ajouté à la commande avec l'ensemble intérieur premium, le système de navigation à grand écran tactile et l'attelage de remorque que je savais qu'il apprécierait. Rémi m'a aidé à naviguer dans les options de financement, et j'ai signé ce qui ressemblait à une montagne de paperasse. À chaque signature, je ressentais un mélange d'anxiété et d'excitation. C'était de loin le plus gros achat de ma vie. J'ai arrangé pour que le pick-up soit prêt la semaine avant l'anniversaire de papa, me donnant le temps pour les derniers ajustements. Rémi a suggéré de faire un grand nœud rouge pour le véhicule, et j'ai immédiatement accepté. Dans mon imagination, je pouvais voir le visage de papa quand il poserait les yeux sur le pick-up pour la première fois. Ce sourire rare perçant à travers son expression habituellement sévère. Je l'imaginais me serrant dans ses bras, peut-être pour la première fois depuis la mort de maman. Le sacrifice financier me pesait parfois.
Il y a eu des nuits où je me suis réveillé en sueur froide, me demandant si je ne m'étais pas trop engagé. Mon fonds d'urgence était presque épuisé et je devrais le reconstruire lentement. Mais ensuite, je me souvenais de ce regard sur le visage de papa quand il parlait des nouveaux PQPS, et la détermination l'emportait sur mes doutes. Il ne s'agissait pas seulement d'un véhicule. Il s'agissait de briser 23 ans de distance émotionnelle. Les semaines passaient et mon anticipation grandissait. J'ai réservé mon vol pour Saint-Étienne et pris des congés. J'ai appelé la sœur de papa, Isabelle, la mettant dans la confidence et lui demandant de l'aide pour organiser un dîner d'anniversaire au Grand Serre, le restaurant italien préféré de papa. Mon Dieu, Chloé, a-t-elle haleté quand je lui ai parlé du pick-up. C'est incroyablement généreux. C'est important, ai-je dit simplement, ne sachant pas comment exprimer que ce cadeau représentait chaque carte d'anniversaire que je n'avais jamais reçue, chaque événement scolaire auquel il avait assisté avec un froncement de sourcils, chaque réussite accueillie avec une reconnaissance tiède. Le pick-up était ma dernière, ma plus grande tentative d'acheter ce qui n'avait jamais été donné librement, l'approbation de mon père, sa fierté, son amour. Le paiement final a été effectué une semaine avant mon vol pour Saint-Étienne. Rémi a appelé pour confirmer que le pick-up était arrivé et était en train d'être préparé à la perfection. C'est une beauté, m'a-t-il assuré. Votre père va rester sans voix. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon de mon appartement, regardant les lumières de Lyon. Pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de ressentir tout le poids de mes attentes. Et si ce geste faisait enfin fondre la glace? Et si c'était le début d'une nouvelle relation avec mon père? Une où nous pourrions réellement parler, partager, nous connecter. La possibilité faisait battre mon cœur. Mais une voix plus petite et plus silencieuse murmurait des doutes. Et si le pick-up ne suffisait pas? Et si rien ne suffisait jamais? J'ai repoussé ces pensées, refusant d'envisager que ce grand geste puisse échouer comme tous mes plus petits avant lui. 2 jours avant mon vol, j'ai reçu des photos du pick-up de la part de Rémi. Il était encore plus beau que je ne l'avais imaginé. D'un bleu étincelant sous les lumières du concessionnaire, l'énorme nœud rouge ajoutant une touche festive. J'ai ressenti une vague de certitude. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, j'arriverai enfin à toucher mon père. Mon vol a atterri à Saint-Étienne à 14 h, la veille de l'anniversaire de papa. L'humidité familière du centre de la France m'a enveloppé alors que je sortais du terminal, un contraste saisissant avec la fraîcheur climatisée de l'aéroport. J'avais voyagé léger, juste une valise cabine, voulant garder les choses simples. Papa ne savait pas que j'arrivais. Pour autant qu'il sache, je l'appellerai demain pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. La visite surprise faisait partie du plan. J'ai récupéré ma voiture de location, une berline quelconque, et je me suis dirigé directement vers le concessionnaire Peugeot. Rémi m'a accueilli avec une poignée de main chaleureuse et m'a conduite dans un espace de présentation privé où le pick-up attendait. Le voir en personne m'a coupé le souffle. La peinture bleu profond métallisée avait une profondeur et une richesse que les photos ne pouvaient pas capturer. Le véhicule était massif, puissant et indéniablement impressionnant. Nous l'avons gardé à l'intérieur pour protéger la finition, a expliqué Rémi. Et nous avons le nœud géant tout prêt. Il m'a tendu une enveloppe contenant tous les papiers, les informations de garantie, le manuel du propriétaire et la carte grise prête à être transférée au nom de papa. Il y a une immatriculation provisoire valable 30 jours. Après cela, il devra l'immatriculer lui-même. J'ai passé ma main le long du capot, sentant le métal froid et lisse. C'est parfait, ai-je murmuré. Ma poitrine se serra d'émotion. Ça arrivait vraiment. 23 ans à essayer de gagner l'approbation de mon père avait culminé en ce moment, ce grand geste qui briserait sûrement enfin son mur d'indifférence. Rémi m'a présenté les fonctionnalités, me montrant comment régler les sièges, naviguer dans le système de divertissement et faire fonctionner l'aide à la fermeture du haillon. Nous avons fait le plein, et il est prêt à partir quand vous le voudrez, a-t-il dit. Voulez-vous vous entraîner à le conduire avant de le prendre? Il est beaucoup plus grand que ce à quoi vous êtes peut-être habitué. J'ai hoché la tête avec gratitude, et nous avons passé l'heure suivante avec Rémi m'apprenant patiemment à manœuvrer l'énorme véhicule. À la fin, je me sentais raisonnablement confiante de pouvoir le conduire sans incident. Nous nous sommes arrangés pour que je le récupère demain après-midi, quelques heures avant le dîner d'anniversaire. Le plan se dessinait parfaitement. Prochain arrêt, le Grand Serre, où j'ai rencontré Marc, le propriétaire, qui se souvenait de ma famille depuis des années d'occasions spéciales.
La dernière fois que je vous ai vu, c'était pour votre dîner de remise de diplôme, s'est-il souvenu avec un sourire chaleureux. Votre père vient encore tous les quelques mois. Il commande toujours la même chose. L'escalope de veau milanaise avec un supplément de sauce sur le côté, dis-je en souriant de ce petit lien avec la vie de mon père. Marc a hoché la tête. Et un verre de côte du Rhône de la maison. Il ne change jamais. J'ai réservé une salle privée à l'arrière du restaurant, assez grande pour les 12 personnes attendues. Oncle Robert, le frère aîné de papa, venait avec sa femme, Hélène. Tante Isabelle et oncle David seraient là aussi, ainsi que quelques-uns des amis et collègues les plus proches de papa. Marc m'a aidé à planifier un menu spécial avec tous les plats préférés de papa. Et après le plat principal, ai-je expliqué, je trouverai une excuse pour sortir, puis j'enverrai un texto à oncle Robert pour qu'il fasse sortir papa sur le parking où le pick-up attendra avec le nœud. Marc a joint ses mains, clairement charmé par le plan. Comme c'est merveilleux. Il sera tellement surpris. Si seulement il savait à quel point j'espérais que papa serait assez surpris pour sourire, pour montrer de l'émotion, peut-être même pour me serrer dans ses bras. Le fantasme de cela tournait en boucle dans mon esprit maintenant, presque comme une bobine de film. Je ne pouvais pas m'arrêter de le regarder. Je me suis enregistré à mon hôtel vers 16h et j'ai immédiatement appelé tante Isabelle pour confirmer les détails. Tout est prêt, m'a-t-elle assuré. Robert et Hélène arrivent en avion ce soir. David et moi allons les chercher. Thomas et Linda viennent, ainsi que Georges et Brigitte de l'usine. Papa a-t-il mentionné quelque chose à propos de demain, ai-je demandé. Pas vraiment. Tu connais ton père. Il ne fait pas tout un plat des anniversaires, mais il sait que nous allons tous dîner. Il pense que c'est juste une petite réunion de famille. J'ai hésité avant de poser la question suivante. Comment va-t-il ces derniers temps? Depuis qu'il a commencé sa retraite. La pause d'Isabelle m'a tout dit avant même qu'elle ne parle. À peu près pareil, ma chérie. Il reste dans son coin, principalement. Il va à la pêche avec Thomas parfois. Il pense faire un peu de conseil juste pour rester occupé. Toujours le même, donc. Toujours enfermé, toujours incapable de profiter de la liberté que la retraite devrait apporter. Toujours besoin de rester occupé plutôt que d'affronter les émotions qui pourraient faire surface dans les moments de calme. Après avoir raccroché, je me suis allongé sur le lit de l'hôtel, fixant le plafond. Demain changerait tout, me suis-je dit fermement. Demain, la glace se briserait enfin. J'ai passé la soirée à l'hôtel à répéter ce que je dirais en présentant le cadeau. Devrais-je faire un discours? Rester simple? J'ai pratiqué différentes versions devant le miroir, observant mes expressions, essayant de me préparer à toutes les réactions possibles de papa. J'ai même pratiqué comment je réagirais s'il semblait peu impressionné. C'est juste quelque chose que je pensais que tu pourrais apprécier, dirais-je nonchalamment, comme si le pick-up ne m'avait pas coûté la plupart de mes économies, comme s'il n'était pas une manifestation physique de ma quête de toute une vie pour son approbation. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai immédiatement senti des papillons dans mon estomac. C'était le jour J. Je me suis occupé en me faisant faire une manucure et en me faisant coiffer au salon de l'hôtel. J'avais apporté une nouvelle robe pour l'occasion, d'un bleu profond qui se mariait avec le pick-up. Un autre petit détail que j'avais méticuleusement planifié. À 15h, je suis retourné chez le concessionnaire. Rémi avait garé le pick-up près de l'entrée principale, l'énorme nœud rouge attaché au capot. Il est à vous, dit-il en me tendant les clés. Ou plutôt, bientôt à votre père. Bonne chance ce soir. Conduire le pick-up jusqu'au restaurant a nécessité toute ma concentration. Je suis arrivé tôt, à 17h30, et je l'ai garé dans un endroit spécial que Marc avait réservé, partiellement caché de l'entrée principale, mais parfaitement positionné pour la grande révélation. J'ai pris plusieurs grandes respirations avant d'entrer pour m'assurer que tout le reste était prêt. La salle privée était magnifique. Nappes blanches, couverts élégants et décorations subtiles marquaient l'anniversaire important sans être trop ostentatoire, ce que papa détesterait. J'ai placé la boîte emballée contenant la clé du pick-up sur la table des cadeaux, à côté de plus petits présents des autres invités. À l'intérieur de la boîte se trouvait également une carte que j'avais passé des heures à écrire, essayant de trouver les mots justes pour exprimer 60 ans d'un amour compliqué. À 18h, les invités ont commencé à arriver. Oncle Robert m'a serré chaleureusement dans ses bras. « Tu ressembles de plus en plus à ta mère chaque fois que je te vois, dit-il, la voix rauque d'émotion.
Tante Isabelle s'est inquiétée de ma minceur, insistant sur le fait que je devais trop travailler dans la grande ville. À 18h30, j'ai reçu le texto que j'attendais. Papa était arrivé. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Je suis entré dans la salle à manger principale pour l'accueillir et je me suis figé. Papa n'était pas seul. Une femme que je n'avais jamais vue était avec lui. Son bras enlacé au sien, son visage illuminé d'un sourire. Elle avait peut-être 50 ans, séduisante d'une manière soignée, avec des cheveux blonds méchés et une robe qui semblait chère. Papa m'a vu et s'est arrêté. Un instant, une véritable surprise a traversé son visage. « Chloé, je ne savais pas que tu venais. » J'ai retrouvé ma voix. Surprise, ai-je réussi à dire en m'avançant pour lui faire notre habituelle demi-étreinte maladroite. Puis je me suis tourné vers la femme, haussant les sourcils en une question silencieuse. « Voici Nathalie », a dit papa, sans offrir plus d'explications. Nathalie, ma fille, Chloé. Nathalie a tendu la main, son sourire ne faiblissant jamais. Tellement heureuse de vous rencontrer. J'ai tant entendu parler de vous. C'était nouveau pour moi. Papa n'avait jamais mentionné qu'il fréquentait quelqu'un, encore moins quelqu'un d'assez sérieux pour l'amener à un dîner d'anniversaire en famille. J'ai refoulé mon malaise et les ai conduits à la salle privée où tout le monde attendait. L'heure suivante s'est écoulée dans un tourbillon de salutations, de boissons et d'apéritifs. J'observais papa et Nathalie de l'autre côté de la pièce, notant à quel point ils semblaient à l'aise ensemble, comment elle touchait son bras quand elle riait, comment il souriait réellement à ses blagues. C'était une facette de mon père que j'avais rarement vue. Certainement pas dirigée vers moi. Le dîner a été servi et la conversation a coulé autour de la table. J'ai peu parlé, encore en train de digérer la présence inattendue de Nathalie et ce que cela pourrait signifier pour ma surprise soigneusement orchestrée. Le pick-up aurait-il toujours l'impact que j'espérais avec elle là? Papa serait-il embarrassé par un cadeau aussi extravagant devant une femme qu'il essayait clairement d'impressionner? Trop tard pour changer les plans maintenant. Alors que les plats principaux étaient débarrassés, je me suis excusé en disant que je devais passer un appel rapide. Au lieu de cela, je me suis précipité sur le parking, j'ai envoyé un texto à Rémi pour lui dire que la révélation était sur le point de se produire, et je me suis positionné à côté du pick-up. Mes mains tremblaient alors que j'envoyais le texto suivant à oncle Robert. Prêt? 5 minutes plus tard, la porte du restaurant s'est ouverte et oncle Robert a conduit papa dehors, suivi par le reste du groupe. Papa avait l'air confus jusqu'à ce que ses yeux se posent sur le pick-up, puis sur moi, debout à côté. Le temps a semblé ralentir. J'ai observé son visage, avide de sa réaction. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais le sourire que j'attendais n'est pas venu. Au lieu de cela, il avait l'air vide, indéchiffrable. « Joyeux anniversaire, papa », ai-je dit, ma voix plus forte que je ne le sentais. « Il est à toi. Le modèle exact dont tu parlais. » Il s'est approché lentement, faisant le tour du pick-up, l'étudiant sous tous les angles. Les autres sont restés en retrait, observant, quelques-uns échangeant des regards que je ne pouvais pas interpréter. « Tu as acheté ça ?» a-t-il finalement demandé. « Pour moi. » J'ai hoché la tête, tendant la petite boîte emballée contenant la clé. « Tout est payé, tout est à toi. » Il a pris la boîte mais ne l'a pas ouverte. Pendant un long et atroce moment, il est resté là, regardant le pick-up, puis la boîte dans ses mains, puis moi. Je ne pouvais absolument pas lire son expression. « On devrait rentrer », a-t-il finalement dit. Le dessert va refroidir. Mon cœur a sombré alors qu'il se tournait et retournait vers le restaurant, le cadeau non ouvert toujours à la main. Les autres ont suivi, murmurant entre eux. Nathalie m'a lancé un regard compatissant en passant. Oncle Robert m'a tapoté l'épaule. « Laisse-lui le temps de digérer », a-t-il chuchoté. C'est beaucoup à encaisser. Je suis resté seul sur le parking, le magnifique pick-up semblant soudainement abandonné avec son nœud géant. Ce n'était pas du tout comme ça que j'avais imaginé ce moment. Où était la joie, la surprise, la percée émotionnelle sur laquelle j'avais compté? Je suis retourné dans la salle à manger juste au moment où le dessert était servi. Un gâteau d'anniversaire apporté avec des bougies allumées. Tout le monde a chanté « Joyeux anniversaire » et papa a soufflé les bougies avec un petit sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La boîte cadeau était posée, non ouverte, à côté de son assiette. Alors que Marc commençait à servir le gâteau, papa s'est soudainement levé, une coupe de champagne à la main. La table s'est tue. C'était inhabituel.
Papa ne faisait jamais de discours. Mon cœur s'est soulevé. Peut-être que maintenant, à sa manière, il reconnaîtrait le cadeau, exprimerait sa gratitude, peut-être même son amour. Il s'est éclairci la gorge. Je veux tous vous remercier d'être venus ce soir, a-t-il commencé formellement. Ses yeux ont balayé la table, rencontrant les miens brièvement avant de continuer. 60 ans. Difficile à croire. Il y eut un murmure d'approbation autour de la table. Papa a levé son verre plus haut. J'aimerais porter un toast, a-t-il poursuivi. Mon pouce est accéléré. Ça y est, pensais-je. Le moment que j'attends depuis toutes ces années. Le regard de papa s'est verrouillé sur le mien, son expression indéchiffrable. À ma fille idiote, a-t-il dit clairement, qui essaie d'acheter de l'amour avec de l'argent. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu, mais ensuite oncle Robert a éclaté de rire, et Nathalie a eu un petit gloussement. Tante Isabelle a baissé les yeux sur son assiette, le visage rouge d'embarras. Thomas et Linda ont échangé des regards mal à l'aise. La pièce a tourné devant mes yeux. Ma fille idiote qui essaie d'acheter de l'amour avec de l'argent. Mon père venait de m'humilier devant tous ceux qui comptaient pour lui, avait rejeté mon plus grand geste comme n'étant rien de plus qu'une tentative pathétique d'acheter de l'affection. Et il n'avait pas entièrement tort. C'était le pire. Des larmes chaudes menaçaient de couler, mais j'ai refusé de les laisser tomber. Pas ici. Pas maintenant. Avec un calme que je ne me connaissais pas, je me suis levé, j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette et j'ai souri. Un vrai sourire, large et inébranlable. Je n'ai rien dit. Pas de réplique en colère, pas d'accusation blessée, pas d'explication suppliante. J'ai simplement tourné les talons et je suis sorti de la salle, du restaurant, et dans l'air frais du soir où enfin, miséricordieusement, je pouvais laisser les larmes venir. L'air nocturne me frappa le visage, rafraîchissant l'humiliation brûlante qui empourprait mes joues. Je traversai rapidement le parking, dépassant le pick-up avec son nœud absurdement grand, un monument à ma folie. Je devais m'éloigner, avoir de l'espace pour respirer, pour penser, pour digérer le rejet public que je venais de subir. Ma voiture de location était garée au fond du parking. Je tâtonnais pour trouver les clés, les mains tremblant si fort que je les fis tomber 2 fois avant de réussir à déverrouiller la porte. Une fois à l'intérieur, je saisis le volant, fermai fermement les yeux et me permis enfin de ressentir toute la force de ce qui venait de se passer. Ma fille idiote qui essaie d'acheter de l'amour avec de l'argent. Les mots résonnaient dans ma tête, chaque répétition comme une gifle. Et le rire qui avait suivi. Le rire gras d'oncle Robert, le petit ricanement délicat de Nathalie, le malaise des autres. Ils avaient tous été témoins de mon humiliation, de ma tentative désespérée de gagner l'approbation de mon père, mise à nu et moquée. Je démarrai la voiture, mais ne partis pas immédiatement. À travers le pare-brise, je pouvais voir les lumières chaudes du restaurant, imaginer tout le monde à l'intérieur, mangeant encore du gâteau, discutant peut-être de ce qui venait de se passer. Papa expliquait-il à Nathalie pourquoi sa fille était si pathétique? Oncle Robert était-il d'accord pour dire que j'avais toujours été trop sensible? Tante Isabelle essayait-elle de me défendre? Ou était-elle trop embarrassée par association? Mon téléphone vibra. Un texto de tante Isabelle. Ça va? Où es-tu parti? Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas encore former de mots. Je ne pouvais pas expliquer, même au membre le plus gentil de ma famille, ce que je ressentais. Le vide dans ma poitrine s'étendait, menaçant de m'engloutir entièrement. Après ce qui sembla être des heures, mais qui ne furent probablement que des minutes, je me ressaisis assez pour conduire. Je ne me dirigeais pas vers mon hôtel, mais dans la direction opposée, vers le lac. Il y avait un petit parc où maman m'emmenait quand j'étais enfant, avant qu'elle ne tombe malade. Un endroit où je m'étais senti en sécurité, aimé, valorisé. Le parc était désert à cette heure. Je me garai et marchai jusqu'à un banc surplombant l'eau. La lune dessinait un chemin d'argent sur le lac sombre. Et un instant, j'eus de nouveau 7 ans, tenant la main de maman, l'écoutant me montrer les constellations. « Tu es ma bonne étoile, Chloé, disait-elle. N'oublie jamais à quel point tu es spéciale. » Mais j'avais oublié. Quelque part en chemin, après l'avoir perdu, j'avais commencé à croire que je devais mériter l'amour, prouver ma valeur par des réussites, par des cadeaux, par une recherche constante de la perfection. J'avais intériorisé la froideur de papa comme une preuve de ma propre inadéquation. Assise là, les souvenirs affluèrent.
Toute une vie à chercher une approbation qui n'était jamais venue. Le projet de science sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines, papa était venu, mais avait passé tout le temps à regarder sa montre. Les lettres d'acceptation à l'université que j'avais fièrement affichées, il s'était demandé si l'université de Lyon valait les frais de scolarité. Ma première promotion, il s'était demandé à voix haute s'il ne remplissait pas simplement un quota de diversité. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un texto d'un numéro inconnu. C'est Nathalie. Votre père est inquiet. S'il vous plaît, faites savoir à quelqu'un que vous êtes en sécurité. Inquiet? C'était riche. Papa n'était pas inquiet. Il était probablement embarrassé que j'aie fait une scène en partant. Ou agacé que mon départ ait perturbé son dîner d'anniversaire. Ou les deux. Je répondis rapidement. Je vais bien, je profite d'un moment de calme. Continuez la fête sans moi. J'ajoutai un emoji souriant, une petite touche passive-agressive qui me parut enfantine même en l'envoyant. Presque immédiatement, mon téléphone sonna. Tante Isabelle. J'hésitai, puis répondis. Chloé, où es-tu, ma chérie? Sa voix était si gentille que les larmes me montèrent de nouveau aux yeux. J'avais juste besoin d'air, réussis-je à dire. Je suis au parc du lac. Oh, ma puce, soupira-t-elle lourdement. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Ton père. Il ne réfléchit pas toujours avant de parler. C'était l'euphémisme du siècle. Il savait exactement ce qu'il disait, répliquai-je, surprise de la fermeté de ma propre voix. Et il le pensait. C'est compliqué, Chloé. Le pick-up. C'est un cadeau très extravagant. Je pense que ça l'a dépassé. Et ça justifie de m'humilier devant tout le monde? La colère montait maintenant, perçant à travers la blessure. Il m'a traité d'idiote, tante Isabelle. Il s'est moqué de moi parce que j'essayais de. Je ne pus finir la phrase, car il avait raison, n'est-ce pas? J'avais essayé d'acheter son amour, son approbation, sa fierté. 45 000 € de désespoir. Après ton départ, l'ambiance est devenue très pesante, continua Isabelle. Robert a essayé de faire passer ça pour une blague, mais tout le monde a vu que ça n'en était pas une. Nathalie avait l'air mortifiée. Ton père est resté assis là, à regarder son gâteau. Je m'en fiche, dis-je. Mais bien sûr que si. Je m'en souciais désespérément, et c'était tout le problème. Le dîner s'est terminé tôt. Tout le monde est rentré. Papa a pris les clés du pick-up, mais a laissé le nœud dessus. Je pense qu'il ne savait pas comment réagir, Chloé. Un cadeau de cette taille, ça l'a mis sur la sellette. Je ris amèrement. Le grand Richard Dubois, sans voix. C'est une première. Isabelle resta silencieuse un moment. Où loges-tu? Tu veux venir chez nous ce soir? David et moi avons préparé la chambre d'amis. L'offre était tentante. Je ne voulais pas être seul. Je ne voulais pas rester assise dans une chambre d'hôtel stérile à ressasser les événements de la soirée jusqu'à l'aube. Mais j'avais aussi besoin d'espace pour réfléchir, pour décider quoi faire ensuite. Merci, mais ça ira à l'hôtel. J'ai juste besoin de temps. Je comprends. Mais appelle si tu changes d'avis, peu importe l'heure. Nous sommes là pour toi. Après avoir raccroché, je restai assise un peu plus longtemps, à regarder le clair de lune sur l'eau. La blessure était toujours là, une douleur profonde dans ma poitrine, mais le choc initial s'estompait. À sa place, il y avait une clarté à laquelle je ne m'attendais pas. Une compréhension soudaine et aiguë des schémas qui avaient défini ma relation avec mon père pendant 23 ans. J'avais couru après son approbation comme un chien après une voiture, sans jamais me demander ce que je ferais si je l'attrapais. Et pourquoi? Pour que je puisse enfin me sentir digne. Pour que je puisse combler le vide laissé par la mort de maman. Pour que je puisse faire taire la voix dans ma tête qui murmurait constamment que je n'étais pas assez bien. Il était près de minuit quand je retournai finalement à mon hôtel. Dans le calme de ma chambre, je pris une décision qui couvait depuis 23 ans. J'avais fini de courir, fini d'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement, fini de mesurer ma valeur à l'aune des normes impossibles de mon père. Je pris mon téléphone et composai un email à Rémi, le vendeur. Il y a eu un changement de programme, écrivis-je. Je dois ramener le pick-up. Pouvons-nous nous voir tôt demain matin? Sa réponse arriva rapidement malgré l'heure tardive.
Bien sûr. Tout va bien? Non, tout n'allait pas bien. Mais peut-être, juste peut-être, que ça irait. Je mis mon réveil à 5 heures du matin, puis m'allongeai tout habillé sur le lit de l'hôtel. Le sommeil semblait impossible, mais l'épuisement finit par l'emporter. Mes rêves étaient un méli-mélo confus de pics UPS avec des nœuds géants, de gâteaux d'anniversaire aux bougies éteintes, et de la voix de mon père répétant encore et encore ces mots tranchants. Ma fille idiote qui essaie d'acheter de l'amour avec de l'argent. Le réveil me tira de mon sommeil à 5 heures. Pendant un bref et miséricordieux instant, je ne me souvins pas des événements de la nuit précédente. Puis tout revint en trombe. Le pick-up, le toast, l'humiliation. Je m'assis, me frottant le visage. J'avais dormi dans mes vêtements et mes yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. Mais sous la blessure persistante se trouvait une détermination d'acier qui s'était cristallisée pendant la nuit. Je pris une douche rapide et enfilai un jean et un t-shirt. Fini de s'habiller pour impressionner. Fini d'essayer si fort. Ce matin, j'étais juste Chloé. Pas la fille de Richard Dubois axée sur la réussite. Pas la directrice marketing à succès. Juste moi. À 5h30, j'étais dans ma voiture de location, naviguant dans les rues de banlieue calmes à la pâle lumière de l'aube. Je savais où j'allais. La maison où j'avais grandi, la maison où papa vivait encore. J'avais toujours une clé, bien que je l'utilise rarement lors de mes visites peu fréquentes, préférant sonner à la porte comme l'invité que j'étais devenu dans ma maison d'enfance. Le quartier de papa était silencieux à cette heure, la plupart des maisons encore sombres. En tournant dans sa rue, mes phares balayèrent une forme bleue familière dans son allée, le pick-up. Il l'avait donc ramené à la maison après tout. Le nœud géant avait disparu, probablement retiré avant qu'il ne quitte le restaurant. Au moins, il ne l'avait pas laissé sur le parking du Grand Cerf. Je me garai à quelques maisons de là et coupai le moteur, restant assise dans l'obscurité un moment pour rassembler mes pensées. Ce que j'étais sur le point de faire était dramatique, peut-être même mesquin, mais cela me semblait aussi nécessaire. Une ligne dans le sable que je devais tracer pour mon propre respect. La clé de secours de la maison de papa était là où elle avait toujours été, cachée sous une fausse pierre dans le jardin. À l'intérieur, la maison était calme et sombre, sentant légèrement le café et le même nettoyant au pain qu'il utilisait depuis des décennies. Je me déplaçais silencieusement à travers les espaces familiers, évitant la lame de parquet qui craquait dans le couloir, me repérant plus à la mémoire qu'à la faible lumière filtrant à travers les rideaux. Sur le comptoir de la cuisine, je repérais la petite boîte cadeau que j'avais donnée à papa au restaurant. Maintenant ouverte, la clé retirée. À côté se trouvaient les papiers du pick-up, informations de garantie, manuel, formulaire de transfert de carte grise. Il n'avait encore rien signé. Bien. Cela rendrait les choses plus faciles. Je pris la clé et les papiers, puis je m'arrêtai. Devrais-je laisser un mot? Que dirais-je même? Aucun mot ne semblait adéquat pour exprimer la complexité de ce que je ressentais. Finalement, je décidai que le silence était plus puissant. Il saurait exactement pourquoi le pick-up avait disparu. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir. Je m'approchai du pick-up, m'attendant à moitié à ressentir du regret ou de l'incertitude, mais au lieu de cela, je ne ressentis qu'une calme résolution. Ce véhicule représentait tout ce qui était malsain dans notre relation. Mon besoin désespéré de plaire, son incapacité à accepter ou à apprécier mes efforts. Le reprendre ne concernait pas seulement la blessure de la nuit dernière. Il s'agissait de briser un schéma dysfonctionnel qui avait défini la majeure partie de ma vie. Le pick-up démarra avec un grondement silencieux qui semblait assourdissant dans le matin silencieux. Je reculai prudemment de l'allée, puis descendis lentement la rue, dépassant ma voiture de location et quittant le quartier. Dans le rétroviseur, je regardai la maison de papa s'éloigner et sentis un poids se soulever de mes épaules à chaque pâté de maison. Rémi était déjà chez le concessionnaire quand j'arrivai, malgré l'heure matinale. Un regard sur mon visage lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Ça ne s'est pas passé comme prévu » demanda-t-il doucement. Je réussis un petit sourire triste. « On peut dire ça. » Il n'insista pas pour avoir des détails et je lui en fus reconnaissante. Nous allâmes dans son bureau où j'expliquai que je voulais rendre le pick-up. Je sais qu'il y a des frais de restockage, des coûts de dépréciation. Je comprends que je ne récupérerai pas le montant total. Ce n'est pas grave. Rémi avait l'air mal à l'aise. Laissez-moi parler à mon directeur. Comme ça ne fait qu'1 jour, peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Pendant qu'il était parti,
je restais assise dans son bureau à regarder les photos encadrées sur son bureau. Rémi avec sa famille, tout sourire, à ce qui ressemblait à une cérémonie de remise de diplôme. Une famille normale célébrant ensemble. Le genre de famille que j'avais toujours voulu mais jamais eu. Quand Rémi revint, il avait de bonnes nouvelles. Nous pouvons le reprendre comme un retour concessionnaire. Il y aura des frais de traitement de 2000 €, mais le reste sera remboursé sur votre compte. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. Merci, dis-je, la voix épaisse d'une émotion qui n'avait rien à voir avec l'argent. Nous passâmes l'heure suivante à traiter la paperasse, à retransférer la carte grise, à documenter l'état du pick-up. Pendant tout ce temps, mon téléphone resta silencieux dans ma poche. Papa ne devait pas encore avoir découvert l'absence du pick-up. À 8h30, tout était finalisé. Je me tenais sur le parking du concessionnaire, attendant le VTC qui me ramènerait à ma voiture de location. Le matin était maintenant pleinement lumineux, le soleil de juin réchauffant l'air. Je me sentais étrangement légère, comme si j'avais déposé un lourd fardeau que je portais depuis des années. Le VTC venait d'arriver quand mon téléphone vibra. Un texto de papa. Où est le pick-up? Simple, direct, sans émotion. Typique. Je ne répondis pas. Je montai simplement dans le VTC et indiquai au chauffeur l'adresse où j'avais laissé ma voiture de location. Pendant le trajet de 20 minutes, mon téléphone vibra plusieurs fois. Je l'ignorais. De retour à ma voiture de location, je vérifiai enfin mes messages. 5 textos de papa, chacun de plus en plus urgent. Où est le pick-up? C'est toi qui l'as pris? Réponds à ton téléphone. Ce n'est pas drôle, Chloé. J'appelle la police si je n'ai pas de nouvelles de toi dans 10 minutes. Le dernier me fit rire aux éclats. Un son sec et amer qui me surprit même. La police? Que signalerait-il? Que sa fille avait repris le cadeau pour lequel il s'était moqué d'elle? Je tapai une brève réponse. Le pick-up a été retourné au concessionnaire. Ton nom n'a jamais été sur la carte grise. Aucun délit n'a été commis. Sa réponse fut instantanée. Pourquoi ferais-tu ça? La question était si dénuée de conscience de soi que je dus m'arrêter sur le côté de la route pour répondre. Mes doigts volèrent sur l'écran. Tu m'as traité d'idiote pour te l'avoir donné. Tu as dit que j'essayais d'acheter de l'amour avec de l'argent devant tous ceux qui comptent pour toi. À quoi t'attendais-tu? Pas de réponse. J'attendis 5 minutes, puis continuai à conduire vers mon hôtel. Je devais faire mes valises, changer mon vol, retourner à Lyon, à ma vraie vie où au moins mes réussites étaient appréciées, même si ce n'était que professionnellement. Sur le parking de l'hôtel, mon téléphone sonna. Papa. Je le laissai aller sur la messagerie vocale. Il sonna à nouveau immédiatement, et encore. Au 4e appel, je répondis enfin. Quoi? Sa voix était tendue, contrôlée. Tu n'avais pas le droit de prendre ce pick-up. De toutes les choses qu'il aurait pu dire, c'était peut-être la plus exaspérante. J'avais tous les droits. Il était à moi. Je l'ai payé. Je n'ai jamais finalisé le transfert de la carte grise. C'était un cadeau, insista-t-il. On ne peut pas reprendre un cadeau juste parce que tes sentiments ont été blessés. Mes sentiments ont été blessés, répétai-je, la voix montant. Tu m'as publiquement humilié. Tu m'as traité d'idiote devant tes amis, ta famille, ta nouvelle petite amie. Pour avoir essayé de faire quelque chose de gentil pour toi. Ce n'était pas quelque chose de gentil. C'était excessif, inapproprié. Personne ne dépense ce genre d'argent pour un cadeau d'anniversaire. À quoi pensais-tu? À quoi avais-je pensé? Que ce grand geste briserait enfin son mur émotionnel. Que pour une fois dans ma vie, il me regarderait avec fierté, avec gratitude, avec amour. Je pensais que tu l'apprécierais, dis-je, la voix soudainement fatiguée. J'avais tort. Leçon apprise. C'est enfantin, Chloé. Rendre le pick-up à cause d'un seul commentaire. Ce n'était pas juste un commentaire, papa. C'était une déclaration publique du peu d'estime que tu as pour moi. Du peu d'estime que tu as toujours eu pour moi. Il resta silencieux un moment. Quand il reparla, sa voix avait ce ton professoral que je connaissais si bien. Tu as toujours été trop sensible. Ta mère t'a couvé, et après sa mort, j'ai essayé de t'endurcir. Le monde n'est pas tendre, Chloé. Je te préparais à ça.
La vieille justification, celle qu'il avait utilisée tout au long de mon enfance chaque fois que sa froideur m'avait fait pleurer. J'étais trop sensible. Le monde était dur. Il me rendait service en me privant d'affection, d'approbation, de chaleur. J'ai 35 ans, papa. J'ai réussi à survivre dans le monde peu tendre sans problème. Je suis réussie, indépendante, forte. Pas grâce à toi. Pas grâce à moi. Maintenant, il semblait en colère. Qui a payé pour tes études, qui t'a donné un foyer stable, qui t'a appris la valeur du travail acharné? Tu as fourni le nécessaire, reconnu je. Nourriture, logement, frais de scolarité. Mais tu ne m'as jamais donné ce dont j'avais réellement besoin. Un père qui était fier de moi, qui me montrait qu'il m'aimait, qui me faisait sentir que je comptais. Silence à nouveau. Je pouvais presque le voir. La mâchoire serrée, les yeux plissés, la façon dont il regardait toujours quand les émotions menaçaient de percer son contrôle soigneusement entretenu. Je dois y aller, dis-je finalement. Mon vol part dans 3 heures. Tu pars? Comme ça? Oui, comme ça. Joyeux anniversaire, papa. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre, éteignis mon téléphone et entrai pour faire mes valises. En pliant mes vêtements dans ma valise, je réalisai que mes mains tremblaient. Pas de peur ou de blessure, mais d'un étrange et exaltant sentiment de liberté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais confronté mon père à sa négligence émotionnelle. Je m'étais défendu, j'avais rejeté le récit selon lequel j'étais trop sensible, et j'avais tourné le dos à la dynamique dysfonctionnelle que nous avions entretenue pendant des décennies. Ça ne me faisait pas du bien exactement, mais ça me semblait juste, nécessaire, attendu depuis longtemps. Je rendis la chambre d'hôtel, retournai la voiture de location et me dirigeai vers l'aéroport. Pendant tout ce temps, je gardais mon téléphone éteint. Quoi que papa ou le reste de la famille ait à dire pouvait attendre que je sois de retour à Lyon, dans mon propre espace, avec une certaine distance émotionnelle de toute la situation. Dans l'avion, en regardant les nuages en contrebas, je réalisais quelque chose d'important. Le pick-up m'avait coûté près de 45 000 €, et j'en avais perdu 2 000 dans le processus de retour. Mais ce que j'avais gagné était inestimable. Le début de la libération d'une vie passée à chercher la validation de quelqu'un qui ne pouvait ou ne voulait pas la donner. C'était une leçon coûteuse, mais qui valait peut-être chaque centime. Dès que mon avion atterrit à Lyon, j'allumai mon téléphone. Il se mit immédiatement à vibrer de notifications. 30 appels manqués, des dizaines de SMS, même quelques emails. Il semblait que toute la famille Dubois avait un avis sur ce qui s'était passé. Papa avait appelé 15 fois. Oncle Robert 7, tante Isabelle 5. Il y avait même des appels des amis de papa, Thomas et Georges, et un de Nathalie, ce qui me surprit. Je parcourus les SMS, de plus en plus en colère à chaque message. De papa, c'est ridicule. Appelle-moi immédiatement. D'oncle Robert, tu surréagis. Ton père faisait juste une blague. De Thomas, ton père est vraiment contrarié. Le pick-up comptait beaucoup pour lui. De Georges, Richard est hors de lui. Je ne l'ai jamais vu aussi énervé. De Nathalie, je suis tellement désolé de ce qui s'est passé. S'il te plaît, appelle ton père. Seuls les messages de tante Isabelle montraient une certaine compréhension de mon point de vue. Je comprends pourquoi tu es blessée, Chloé. Ce qu'il a dit était cruel. Mais peut-être, parlez-lui quand vous vous serez tous les deux calmés. Je remis le téléphone dans ma poche sans répondre à personne. Laissez-les se demander. Laissez-les s'inquiéter. Laissez-les ressentir une fraction de l'anxiété que j'avais ressentie toute ma vie, en essayant d'anticiper les réactions de mon père, en essayant de gagner son approbation. Mon appartement me parut un sanctuaire quand je franchis enfin la porte. Je laissai tomber ma valise, enlever mes chaussures et m'effondrer sur le canapé, émotionnellement épuisé. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir le lac Léman au loin, sa surface scintillant sous le soleil de l'après-midi. Lyon avait été mon évasion, mon nouveau départ, ma preuve que je pouvais m'épanouir sans la validation de mon père. La ville ne m'avait jamais semblé autant chez moi qu'à ce moment-là. Le téléphone se mit à nouveau à sonner. Papa. Je le mis en silencieux et fermai les yeux, respirant profondément. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de perspective, pas d'une autre confrontation. Je devais digérer ce qui s'était passé et décider où aller à partir de là. Après une douche et un changement de vêtements, je me sentis plus moi-même.
Je me fis une tasse de thé et m'assis sur mon balcon, regardant la ville en contrebas. La distance, physique et émotionnelle, de Saint-Étienne et de tout ce que cela représentait, me semblait cruciale pour mon bien-être en ce moment. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro de Lyon que je ne reconnus pas. Chloé, c'est Nathalie. S'il te plaît, ne me bloque pas. J'ai eu ton numéro sur le téléphone de ton père. Je pense que nous devrions parler. C'était inattendu. Je connaissais à peine cette femme, je ne l'avais rencontrée qu'hier. Que pouvait-elle bien avoir à me dire qui puisse m'importer? Pourtant, la curiosité l'emporta. À propos de quoi, textai-je en retour? Sa réponse fut rapide. À propos de ton père. L'histoire est plus complexe que tu ne le penses. J'hésitais. Était-ce une tactique de manipulation? Un moyen de me faire appeler papa? Ou Nathalie avait-elle vraiment une perspective qui pourrait m'aider à donner un sens à la situation? Je t'écoute, répondis-je. Pas par texto. Je peux t'appeler. Je lui donnai 10 minutes pour appeler, utilisant ce temps pour me préparer. Quand le téléphone sonna, je répondis d'un allô neutre. Chloé, merci de prendre mon appel. La voix de Nathalie était chaleureuse mais hésitante. Je sais que je suis probablement la dernière personne dont tu as envie d'entendre parler en ce moment. Tu n'es pas la dernière, dis-je honnêtement. Ce serait mon père. Elle eut un petit rire triste. C'est juste. Écoute, je veux m'excuser pour hier soir. Je n'aurais jamais dû rire de ce que ton père a dit. C'était cruel et j'ai juste été prise au dépourvu. C'était une réaction nerveuse, pas parce que je trouvais ça drôle. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. D'accord, dis-je, ne sachant pas quoi répondre d'autre. Je ne sors avec ton père que depuis 4 mois, continua Nathalie. Il n'a jamais mentionné avoir une fille jusqu'à il y a quelques semaines, quand il m'a finalement parlé de toi. C'était tout d'un coup. À quel point tu réussis, à quel point tu es indépendante, comment tu as fait ton chemin sans avoir besoin de son aide. C'était nouveau pour moi. Papa se vantant de moi. Cela semblait impossible. Il m'a montré des articles que ton entreprise avait publiés avec ton nom dans la signature. Il les avait sauvegardés sur son ordinateur. Il m'a parlé de ton diplôme de l'Université de Lyon, de tes promotions rapides. Il était fier, Chloé. À sa manière. Ma gorge se serra. Il ne m'a jamais rien dit de tout ça. Je sais, soupira Nathalie. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Ton père ne sait pas comment exprimer ses émotions directement. Le pick-up, ça l'a submergé. Le geste était si grand, si public. Il ne savait pas comment réagir. Alors il m'a traité d'idiote. Ma voix était tranchante. C'est comme ça qu'il gère le fait d'être dépassé? Non, ça, c'était... Elle fit une pause. C'était lui qui se mettait sur la défensive. Quand il se sent vulnérable, il attaque. C'est un schéma que j'ai remarqué même dans notre courte relation. Quand quelque chose le touche profondément, il le repousse. J'y ai pensé. Cela correspondait à toute ma vie d'expérience avec papa. Plus quelque chose comptait pour lui, plus il devenait détaché. Pourtant, cela n'excusait pas ce qu'il avait fait. Pourquoi me dis-tu ça? Demandai-je. Parce qu'il est malheureux. Chloé, il n'arrête pas de t'appeler. Il a même appelé la police pour essayer de localiser ton téléphone jusqu'à ce que je le convainque que c'était dépassé les bornes. Malgré tout, cela me fit sourire. Typique de papa, d'aller aux extrêmes plutôt que de simplement dire « je suis désolé ». Quand il a vu que le pick-up avait disparu ce matin, il s'est complètement effondré, continua Nathalie. Pas en colère comme je m'y attendais, mais dévasté. Il est resté assis dans l'allée pendant 1 heure, à regarder l'espace vide. L'image était difficile à concilier avec l'homme stoïque et émotionnellement distant que je connaissais. Que attends-tu de moi, Nathalie? Rien que tu ne veuilles donner. Je pensais juste que tu devrais savoir qu'il y a plus chez ton père que ce que tu as vu hier soir. Le masque qu'il porte, ce n'est pas toute la personne. Après avoir raccroché, je restais assise avec ces mots, les retournant dans mon esprit. Cela pouvait-il être vrai? Papa était-il réellement fier de moi mais incapable de le montrer? Le pick-up l'avait-il vraiment submergé plutôt que déçu? C'était une perspective que je n'avais pas envisagée, une qui jetait un éclairage différent sur toute notre relation. Mais même si Nathalie avait raison,
même si papa admirait secrètement mes réussites, cela n'effaçait pas des décennies de négligence émotionnelle. Cela ne justifiait pas l'humiliation publique au dîner d'anniversaire. Comprendre la racine de son comportement était une chose. L'excuser en était une autre. Mon téléphone sonna à nouveau. Papa. Cette fois, je répondis. Chloé. Sa voix était rauque, comme s'il avait été réveillé toute la nuit. Où es-tu? Je suis à la maison, à Lyon. Tu es parti sans dire au revoir. L'absurdité de cette plainte après ce qui s'était passé me fit rire amèrement. T'attendais-tu à un câlin et à un signe de la main après m'avoir traité d'idiote devant tout le monde? Il resta silencieux un moment. Je n'aurais pas dû dire ça. Venant de papa, c'était pratiquement des excuses plates. Non, tu n'aurais pas dû. Le pick-up commença-t-il, puis s'arrêta. C'était trop, Chloé. Trop cher, trop extravagant. C'était à moi de décider. C'était mon argent. De l'argent que tu devrais économiser, investir, pas gaspiller pour un vieil homme qui n'a pas besoin d'un pick-up de luxe. C'était si typique de papa, de transformer une interaction personnelle en une leçon de finance. Il ne s'agissait pas de besoin, papa. Il s'agissait d'envie, de faire quelque chose de spécial pour tes 60 ans. D'essayer de te rendre heureux. Un autre silence. Puis, je ne mérite pas ce genre de cadeau. Les mots étaient si inattendus que pendant un moment, je ne pus répondre. De toutes nos années, je n'avais jamais entendu mon père suggérer qu'il ne méritait rien. Sa confiance, sa certitude en sa propre justesse avaient été des constantes dans ma vie. Que veux-tu dire? Demandai-je. Je n'ai pas été. Il luttait, clairement mal à l'aise. Je sais que je ne suis pas doué pour montrer certaines choses. Les émotions, complétai-je. L'affection, la fierté pour ta fille unique. Oui. Les mots semblaient lui coûter énormément. Ta mère était meilleure à ça. Après sa mort, je ne savais pas comment. Je pensais qu'être strict te rendrait plus forte. Ça ne m'a pas rendue plus forte, papa. Ça m'a rendu peu sûr de moi. Ça m'a fait passer toute ma vie à essayer de prouver que je valais la peine d'être aimé. Il émit un son comme si je l'avais frappé. Ce n'était pas mon intention. Les intentions n'ont pas autant d'importance que l'impact, dis-je, répétant quelque chose que mon thérapeute m'avait dit des années auparavant. Et l'impact, c'est que je ne me suis jamais senti assez bien. Et ce n'est toujours pas le cas. Tu le es, dit-il, les mots sortant d'un trait. Assez bien. Plus qu'assez bien. Tu es exceptionnelle, Chloé. Tu l'as toujours été. C'est juste que... Je ne sais pas comment dire ces choses. Je fermais les yeux, absorbant les mots que j'avais attendus des décennies pour entendre. Ils semblaient sincères, mais ils ne venaient aussi qu'après que j'ai pris des mesures drastiques. Seulement après que je me sois opposé à sa cruauté. Où était cette reconnaissance quand je grandissais? Quand j'obtenais mon diplôme? Quand je luttais pour établir ma carrière? C'est un peu tard, papa. Je sais. Sa voix était lourde de regret. Nathalie dit que j'ai besoin de thérapie. Cela me fit rire. Nathalie a raison. Est-ce que ça aiderait si je parlais à quelqu'un? Apprendre à mieux communiquer? Est-ce que ça compterait pour toi? La question me prit au dépourvu. Papa avait toujours rejeté la thérapie comme le fait de payer quelqu'un pour écouter ses problèmes. Cette ouverture au changement était un nouveau territoire. Peut-être, dis-je prudemment. Mais j'ai besoin de temps, papa. La nuit dernière a été vraiment blessante. Je comprends. Il ne semblait plus sur la défensive, juste fatigué et triste. Prends le temps dont tu as besoin. Je serai là. Après avoir raccroché, je me sentis émotionnellement vidé, mais étrangement paisible. Quelque chose avait changé dans notre relation. Peut-être quelque chose de fondamental. Je ne savais pas si cela pourrait être entièrement réparé, mais pour la première fois, j'avais l'impression que papa me voyait vraiment, m'entendait, reconnaissait l'impact de son comportement. Le reste de la journée passa dans un flou de sommeil, de télévision sans intérêt et de plats à emporter. J'avais appelé pour dire que j'étais malade au travail, ayant besoin de cette journée pour ma santé mentale pour tout digérer. Le soir, j'étais arrivé à une décision. Je donnerais à papa une chance de montrer qu'il pensait ce qu'il avait dit. Mais je maintiendrais aussi des limites fermes. Fini les tentatives désespérées de gagner son approbation.
Fini de mesurer ma valeur à ses réactions. Si notre relation devait guérir, ce devrait être à de nouvelles conditions. Des conditions qui incluaient le respect mutuel et l'honnêteté émotionnelle. Je lui ai envoyé un texto avant de me coucher. Je suis prête à travailler sur notre relation, mais j'ai besoin que tu comprennes à quel point tes paroles et tes actions m'ont blessé au fil des ans. Il ne s'agit pas seulement de la nuit dernière. Il s'agit de toute une vie à ne pas me sentir assez bien. Sa réponse fut rapide. Je comprends. Je veux faire mieux. Je ne veux pas te perdre. Ce n'était pas tout, mais c'était un début. 1 an plus tard, je me tenais dans mon appartement à Lyon, préparant un petit sac de voyage pour un week-end à Saint-Étienne. Tant de choses avaient changé en 12 mois, tant dans mes circonstances extérieures que, plus important encore, en moi-même. Après le désastre du dîner d'anniversaire, papa et moi étions entrés dans une nouvelle phase de notre relation. Hésitante, prudente, mais plus honnête que nous ne l'avions jamais été. Fidèle à sa parole, il avait commencé à voir un thérapeute, ce que je trouvais encore quelque peu miraculeux. C'est inconfortable, avait-il admis lors d'un de nos appels téléphoniques du dimanche, désormais réguliers, d'avoir à parler de sentiments. Mais le docteur Lavigne dit que j'ai passé 60 ans à construire des murs, donc il faudra du temps pour les démanteler. J'avais également repris la thérapie, travaillant sur mon besoin profondément ancré de validation et les schémas de comportement qui s'étaient développés en grandissant avec une négligence émotionnelle. Mon thérapeute m'avait aidé à voir comment l'incident du pick-up, aussi douloureux soit-il, avait été un point de rupture nécessaire, le moment où j'avais finalement cessé d'accepter l'inacceptable. Le travail était devenu moins envahissant à mesure que je trouvais un meilleur équilibre dans ma vie. J'avais même recommencé à sortir avec quelqu'un, prudemment. Julien était gentil et patient, un graphiste qui comprenait la pression créative, mais qui savait aussi laisser le travail au travail. Nous nous voyons depuis 4 mois, prenant les choses lentement, construisant une base de respect mutuel et de communication ouverte. Mon téléphone vibra avec un texto de papa. Conduis prudemment demain. Le temps s'annonce clair, mais il pourrait y avoir du trafic vendredi après-midi. C'était le nouveau papa. Toujours pratique, toujours quelque peu réservé, mais faisant un effort pour exprimer son attention à sa manière. Je souris en lui répondant. Je ferai attention. À demain vers 18h. Le voyage à Saint-Étienne était pour le 61e anniversaire de papa. Pas de cadeaux extravagants cette fois, pas de surprise élaborée. À la place, j'apportais un album photo que j'avais composé, rempli de photos de mon enfance, dont beaucoup avec maman. C'était un travail d'amour, de trier de vieilles photos, de les numériser, de les classer par ordre chronologique. Certaines me rappelaient des souvenirs douloureux, mais beaucoup me rappelaient de bons moments que j'avais presque oubliés. Des parties de pêche avec papa quand j'étais très jeune, avant que maman ne tombe malade. Un projet de science qu'il m'avait aidé à faire en CM1. La remise des diplômes du lycée où une photo l'avait surpris en train de me regarder avec ce que je reconnaissais maintenant comme de la fierté, bien que son visage m'ait semblé impassible à l'époque. Le trajet vers Saint-Étienne le lendemain me donna le temps de réfléchir à tout ce qui s'était passé depuis ce désastreux dîner d'anniversaire. L'incident du pick-up m'avait coûté financièrement, mais ce que j'avais gagné était bien plus précieux, un nouveau sentiment de valeur personnelle qui n'était pas lié à l'approbation de papa, une compréhension plus claire de nos schémas dysfonctionnels et, étonnamment, les débuts d'une relation plus authentique avec mon père. Papa attendait sur le porche quand je me suis garé devant la maison, une vision qui aurait été inimaginable 1 an auparavant. Il ne se précipita pas pour m'accueillir, mais il se leva et regarda pendant que je sortais mon sac de la voiture, un petit sourire visible même de loin. « Tu as fait bonne route », dit-il alors que je m'approchais, sa version d'un accueil chaleureux. Mais ensuite, il fit quelque chose d'inattendu. Il ouvrit ses bras pour une étreinte. Brève, mais réelle. À l'intérieur, la maison avait l'air différente. L'influence de Nathalie, je soupçonnais. Il y avait de nouveaux rideaux, des coussins sur le canapé, de la peinture fraîche dans le salon. Mais le changement le plus significatif était la collection de photos encadrées sur la cheminée. Des photos de moi à différents âges, de maman, de papa et Nathalie, même une de nous 3 à Noël quand j'étais rentré pour 3 jours et que nous avions réussi à passer des fêtes paisibles, bien qu'un peu maladroites. Le dîner d'anniversaire avait lieu chez papa cette année, juste nous 3, plus tante Isabelle et oncle David. Nathalie avait préparé le rôti de bœuf préféré de papa, et la conversation coulait plus facilement que je ne l'avais jamais connue dans cette salle à manger. Oncle David parla de ses projets de retraite l'année prochaine.
Tante Isabelle raconta des histoires sur son bénévolat au refuge pour animaux. Nathalie décrivit le club de lecture qu'elle avait récemment rejoint. Papa était plus silencieux, mais il était présent d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant, écoutant, posant activement des questions, riant même aux blagues un peu lourdes d'oncle David. Parfois, ses yeux croisaient les miens à travers la table, porteurs d'un message que j'apprenais encore à décoder, mais qui semblait dire « j'essaie. Je te vois. C'est important. » Après le dessert, je lui ai donné l'album photo. Il l'ouvrit lentement, son expression d'abord gardée, mais alors qu'il tournait les pages, quelque chose sur son visage s'adoucit. Il s'arrêta sur une photo de maman me tenant bébé, lui se tenant raidement à côté d'elle. J'étais terrifié, dit-il doucement, surprenant tout le monde. Quand tu es né. J'avais peur de mal faire. Ta mère était si naturelle avec toi, mais moi. Je ne savais jamais quoi faire. Cette vulnérabilité, cet aperçu de son monde intérieur, était nouveau. Tu as fait de ton mieux, dis-je, le pensant peut-être pour la première fois. Nous avons tous les deux fait de notre mieux. Il hocha la tête, continuant à feuilleter l'album. Quand il arriva à une photo de nous au lac l'été avant que maman ne tombe malade, il s'arrêta à nouveau. Nous étions heureux alors, dit-il, la voix rauque d'émotion. Tous les trois. Oui, acquiesçai-je. Nous l'étions. Quand il arriva à la fin de l'album, il le referma soigneusement et leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient humides, quelque chose que je n'avais vu qu'une poignée de fois dans ma vie. Merci, dit-il. Les mots étaient chargés d'une signification au-delà du cadeau lui-même. C'est parfait. Plus tard, après que tante Isabelle et oncle David soient partis et que Nathalie se soit tactiquement retirée pour nous laisser un peu d'intimité, papa et moi nous sommes assis sur la terrasse arrière, regardant les lucioles clignoter dans l'obscurité grandissante. C'était une chaude soirée de juin, l'air lourd du parfum des roses de Nathalie. J'ai beaucoup pensé à l'année dernière, dit soudainement papa. Au pick-up. Je me tendis légèrement. Nous n'avions pas parlé directement de cette nuit depuis des mois. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? J'ai eu tort. Pas seulement ce que j'ai dit au dîner, mais comment j'ai réagi au cadeau lui-même. J'étais dépassé, oui, mais j'avais aussi honte. Honte de quoi? Il soupira, cherchant ses mots. Que tu aies senti le besoin de faire quelque chose d'aussi grandiose pour attirer mon attention. Que j'ai été si distant. Que tu aies pensé avoir besoin d'acheter un pick-up à 45 000 € pour me rendre heureux. Il fit une pause. Et puis j'ai empiré les choses en m'emportant, en te blessant publiquement. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Les excuses, si claires et spécifiques, m'envahirent comme une vague. Je pense que nous étions tous les deux coincés dans un schéma dysfonctionnel, dis-je après un moment. Moi essayant désespérément de gagner ton approbation. Toi incapable d'exprimer tes sentiments directement. Ça allait forcément exploser un jour. Il hocha la tête lentement. Le docteur Lavigne dit quelque chose de similaire. Que les relations se coincent dans des schémas qui semblent familiers même quand ils sont nocifs. Ça me semble juste. Nous restâmes assis en silence pendant un moment, à l'aise d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. Finalement, papa reprit la parole. Je suis fier de toi, Chloé. Pas à cause de ton travail ou de ton diplôme ou de toutes ces choses externes. Juste à cause de qui tu es. Ta gentillesse, ta résilience, ta volonté de me donner une autre chance après tout. J'aurais dû te le dire chaque jour de ta vie. Les mots que j'avais attendus des décennies pour entendre. Ils me firent monter les larmes aux yeux, mais pas les larmes amères et frustrées du passé. C'étaient des larmes de libération, d'une douleur longtemps contenue enfin reconnue et commençant à guérir. Merci, dis-je simplement. Ça compte beaucoup. En rentrant à Lyon le dimanche soir, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en un an. Le douloureux dîner d'anniversaire avait été un point de rupture, mais aussi une percée. En me défendant, en refusant d'accepter moins que ce que je méritais, j'avais créé un espace pour que quelque chose de nouveau et de plus sain émerge. La guérison n'était pas complète, bien sûr. Papa et moi avions encore des moments d'incompréhension, tombions encore parfois dans de vieux schémas, mais nous étions tous les deux engagés dans le processus, tous les deux prêts à faire le travail inconfortable de construire une relation plus authentique. Le plus grand cadeau de l'année écoulée n'avait pas du tout été matériel. C'était d'apprendre que ma valeur ne dépendait pas de l'approbation de papa ou de qui que ce soit d'autre. Que je pouvais fixer des limites, dire ma vérité et être quand même aimé. Que parfois,
la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de s'éloigner d'une situation qui nous fait du mal, même temporairement, pour créer un espace pour un véritable changement. J'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Le pick-up avait été le point culminant de cet effort mal avisé, la tentative la plus grandiose et la plus désespérée d'acheter ce qui ne pouvait être acheté. En perdant 45 000 €, j'avais gagné quelque chose d'inestimable, la compréhension que le véritable amour ne se gagne pas par des réussites ou des grands gestes, mais qu'il est donné librement, sans condition. Le cadeau le plus précieux que je m'étais fait n'était pas le pick-up que j'avais acheté pour papa, mais le moment où je me suis levé et suis sorti de ce restaurant avec ma dignité intacte. Le moment où j'ai décidé que je méritais mieux. Le moment où j'ai cessé d'essayer d'être digne d'amour et où j'ai réalisé que je l'avais été depuis le début.